France-Sénégal entre amitié et domination. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous le savez, j'étais au Sénégal il n'y a pas longtemps et à la fin de mon interview dans le dernier épisode, je vous ai même annoncé que j'avais des choses à vous dire sur les relations entre la France et le Sénégal. C'est donc le sujet du jour. Alors, il faut savoir que ce sont deux pays qui sont très proches à cause de leur histoire commune. Et ça se ressent immédiatement quand on arrive à Dakar. C'est quelque chose qui m'a frappée dès mon arrivée. En retirant de l'argent au distributeur, par exemple, j'ai reçu des francs. Des francs. Le nom de la monnaie utilisée au Sénégal a le même nom que la monnaie que j'utilisais enfant avant l'arrivée de l'euro. Puis, sur le trajet de l'aéroport vers le centre-ville, j'ai vu défiler les mêmes enseignes qu'en France. Orange, Total, Auchan, Decathlon. En fait, j'avais l'impression d'être chez un cousin éloigné, avec une maison qui ressemble à la mienne, avec certaines habitudes communes, certains objets, certaines références que je reconnaissais. Mais en même temps, c'était assez perturbant parce que, en fait, je savais très bien que cette familiarité était un héritage de la colonisation. Alors bien sûr, j'avais déjà constaté l'héritage de la colonisation française dans d'autres pays. D'ailleurs, je vous avais fait un épisode sur l'Indochine quand j'étais au Vietnam. Mais dans les pays d'Asie où j'étais allée, cet héritage se découvrait progressivement à travers des petits détails culturels, par exemple de la nourriture. Alors que là, au Sénégal, c'était beaucoup plus flagrant, beaucoup plus présent. Et ça m'a fait me questionner sur notre histoire commune, sur notre lien aujourd'hui. Alors pendant tout le mois que j'ai passé là-bas, j'ai pu explorer ces questionnements. Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous raconter ce que j'ai appris de ce lien entre la France et le Sénégal. C'est un lien qui a une histoire longue et complexe. Et on va explorer ça ensemble aujourd'hui en allant dans un ordre chronologique. On va commencer par le XVIIe siècle, par la colonisation, la traite négrière, et puis ensuite on parlera plutôt du XXe siècle, et enfin, dans une dernière partie, on essayera de comprendre le lien aujourd'hui. Alors, c'est parti. Pour comprendre pourquoi il y a tant de France au Sénégal aujourd'hui, il faut remonter au XVIIe siècle. À cette époque, les puissances européennes sont en pleine expansion maritime. Elles cherchent de nouvelles routes commerciales, de nouveaux territoires et des nouvelles richesses. Les Portugais sont les premiers à explorer les côtes africaines, mais rapidement, les Hollandais, les Anglais et les Français les rejoignent. En 1638, des commerçants français de la Compagnie normande fondent un comptoir commercial à l'embouchure du fleuve Sénégal. Un comptoir, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode, c'est une propriété des Européens au niveau des côtes, comme un petit port qu'ils s'appropriaient pour pouvoir faire du commerce, pour pouvoir laisser leurs bateaux, apporter des marchandises et puis repartir avec ces marchandises vers l'Europe. Alors donc d'abord les Français commencent par un comptoir et puis en 1659 ils fondent la ville de Saint-Louis, construite sur une île du fleuve Sénégal. Cette ville devient le premier établissement français permanent en Afrique subsaharienne. C'est le point de départ de la présence française dans la région. L'Afrique subsaharienne, c'est toute l'Afrique, à l'exception du Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. En gros, on enlève la partie nord qui donne sur la Méditerranée et après, c'est l'Afrique subsaharienne. Donc là, les Français commencent à entrer sur ce territoire-là.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Sénégal est considéré comme la plus ancienne colonie française d'Afrique. Mais à cette époque, les Français ne contrôlent que quelques comptoirs sur la côte. L'intérieur des terres reste sous le contrôle des royaumes africains locaux. Ces États ont leur propre structure politique, système économique et culture. Certains sont même très puissants et organisés. Au début, les relations entre les Français et ces royaumes sont commerciales. On échange des tissus, de l'alcool, des armes à feu contre de l'or, de l'ivoire et d'autres matières premières. L'ivoire, c'est le matériau qui compose les défenses des éléphants. Donc ça, c'était assez précieux pour les Européens. Et puis, très vite, les Français prennent part au commerce triangulaire. Donc au début, c'était des relations commerciales égalitaires, et puis les Français commencent à entrer dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Vous en avez forcément déjà entendu parler, mais c'est comme un triangle qui a 3 côtés. C'est un commerce qui consiste à échanger 3 types de marchandises venues de 3 continents différents, mais le gros problème, la chose horrible de ce commerce, c'est que une de ces marchandises, c'était des esclaves noirs capturés en Afrique. Donc les Européens partaient d'Europe avec des marchandises européennes, ils arrivaient dans les comptoirs sur les côtes africaines et notamment au Sénégal, ils échangeaient leurs marchandises européennes contre des êtres humains qui étaient considérés comme des objets, et puis ils repartaient avec ces bateaux vers les Amériques sur le trajet qui était appelé le passage du milieu. Les Africains qui étaient considérés comme des esclaves étaient entassés, ils étaient très nombreux, ils étaient dans des conditions très difficiles, tellement difficiles que beaucoup d'entre eux mouraient sur le chemin. Et puis finalement, arrivés en Amérique, les esclaves étaient vendus pour pouvoir travailler dans les plantations et les bateaux, eux, repartaient en Europe avec du sucre, du café, du coton. Et ça a vraiment fait la richesse des ports français. Pendant 2 siècles, ça a duré et du coup, la relation entre la France et l'Afrique et dont le Sénégal à cette époque, ça reposait vraiment sur cet esclavagisme. D'ailleurs, il y a un endroit en particulier dont je voudrais vous parler qui incarne toute cette histoire. C'est un endroit que j'ai visité quand j'étais au Sénégal et qui m'a fait comprendre cette réalité d'une manière que j'avais jamais ressentie avant. C'est l'île de Gorée. Alors l'île de Gorée, ça se trouve à quelques kilomètres au large de Dakar. Aujourd'hui, c'est un endroit magnifique avec des maisons coloniales colorées, des rues pavées tranquilles et il y a une vue splendide sur l'océan Atlantique. C'est comme une carte postale. Et sur cette île se trouve un endroit qui s'appelle la Maison des Esclaves. Elle a été construite en 1776 et aujourd'hui, c'est un musée. C'est un bâtiment qui servait de lieu de transit pour les personnes réduites en esclavage avant leur déportation en Amérique. C'est un lieu petit, sobre, il n'y a pas de mise en scène spectaculaire dans le musée. Quand j'y suis allée, j'ai passé des heures à lire les panneaux qui expliquent l'histoire. J'ai vu les cellules, des pièces minuscules, sombres, sans fenêtres, où des dizaines de personnes étaient entassées pendant des semaines, parfois des mois, en attendant d'être récupérées par un navire commercial. Il y avait des cellules séparées pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, et même une cellule pour les jeunes filles vierges, qui coûtait un peu plus cher. Il y avait des chaînes fixées au mur. J'ai imaginé les boulets lourds attachés aux chevilles, la chaleur, l'obscurité, la peur, le désespoir. Et puis, au bout d'un couloir étroit, il y a ce qu'on appelle la porte du voyage sans retour. C'est une petite ouverture qui donne directement sur l'océan. Et par cette porte,
les esclaves embarquaient sur des chaloupes, des petites embarcations à rames qui les conduisaient aux navires négriers ancrés au large. Une fois qu'ils franchissaient cette porte, ils ne revoyaient plus jamais leur terre, leur famille, leur vie d'avant. Et alors, dans la dernière cellule, juste avant cette porte, j'ai été submergée par un trop-plein d'émotions. Je me suis mise à pleurer. Parce que c'était plus qu'une leçon d'histoire abstraite. C'était réel. C'était là. Des êtres humains avaient souffert dans ces murs. Et je portais le même passeport, je parlais la même langue que ceux qui avaient organisé cela. Ça peut paraître bizarre à certains de savoir que je m'identifie à ceux qui participaient à ça. Mais en lisant les panneaux, c'était quand même flagrant. On voyait les grands noms des personnes qui étaient envoyées par la France pour contrôler toutes ces terres et pour contrôler ce marché. Et donc forcément, ça m'a impactée. J'étais très triste et j'ai ressenti, je ne sais pas si une culpabilité, mais quelque chose d'assez fort qui ressemble en tout cas à une reconnaissance du rôle de mon pays dans ces atrocités. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a un débat historique sur le rôle exact de la maison des esclaves de Gorée. Certains historiens contestent qu'elle ait été un centre majeur de la traite. Mais c'est pas très important ce débat parce que le plus important, c'est que finalement, aujourd'hui, Gorée est devenu un lieu de mémoire universel. L'UNESCO l'a classé au patrimoine mondial et c'est un endroit où on peut se recueillir, se souvenir et ressentir justement ces émotions que j'ai ressenties et je pense que c'est important. Avançons maintenant dans le temps. Au XIXe siècle, après l'abolition progressive de l'esclavage, en France, c'est en 1848, on pourrait penser que la France va quitter le Sénégal. Mais c'est le contraire qui se produit. La France étend son contrôle. En 1854, Louis Faidherbe devient gouverneur du Sénégal. C'est un militaire et il va mener une politique d'expansion agressive. Il lance des campagnes militaires contre les royaumes de l'intérieur. Certains royaumes résistent longtemps, mais finissent par tomber. Un à un, ces États souverains qui existaient depuis des siècles sont conquis. Cette conquête s'accompagne d'une idéologie que vous connaissez peut-être, la mission civilisatrice. L'idée des Européens, c'est qu'ils sont supérieurs et qu'ils ont le devoir moral de transmettre le progrès et la civilisation, notamment à travers la religion, au peuple qu'ils jugent inférieur. Le modèle colonial français, en particulier, est basé sur l'assimilation. L'objectif est de transformer les colonisés en français. On impose la langue française dans l'administration et l'éducation, on impose le système juridique français et les valeurs françaises. Mais cette assimilation est hypocrite. En réalité, les colonisés ne deviennent jamais vraiment des citoyens français à part entière. Alors il y a quelques exceptions, notamment avec les habitants des communes de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque, qu'on appelle les 4 communes. Ceux-là, à partir de 1916, ils ont le statut de citoyens français. Mais on peut dire que cette situation-là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand on dit l'arbre qui cache la forêt, ça veut dire que c'est une chose exceptionnelle qui invisibilise, qui rend invisible le phénomène le plus important. Et le phénomène le plus important, c'est que les populations colonisées étaient considérées comme des indigènes. Ça, je vous en ai parlé dans mon podcast sur l'Algérie. C'est-à-dire que c'était des citoyens un peu des sous-citoyens français. Des citoyens français, mais qui n'avaient pas complètement la citoyenneté, qui n'avaient pas exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, voilà, ça c'est la situation au
XXe siècle. Dans les années 1900, le Sénégal est pleinement intégré à l'empire colonial français. Le système économique est conçu pour extraire les ressources du pays au profit de la métropole. Les Sénégalais sont soumis au travail forcé. Ils sont obligés de travailler pour l'empire colonial et ce qu'on extrait dans leurs terres sert principalement à enrichir la France hexagonale. Et puis, dans ce contexte-là, surviennent les 2 guerres mondiales. Et là, on découvre un sacré paradoxe. Alors que les Sénégalais étaient traités comme des sujets de seconde zone dans leur propre pays, on les appelle à défendre la France, à mourir pour la France. On recrute des centaines de milliers de soldats en Afrique de l'Ouest. On les appelle de façon générique les tirailleurs sénégalais. Même ceux qui viennent pas du Sénégal, mais qui viennent des pays voisins, on dira que ce sont des tirailleurs sénégalais parce que le Sénégal est le port principal par là où passent ces soldats. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces tirailleurs sénégalais ? C'est des soldats africains qui sont envoyés pour combattre pour la France. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a environ 200 000 soldats qui sont envoyés. Ils se battent dans les tranchées, à Verdun, dans la Somme, dans la Marne, et ils meurent par dizaines de milliers. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, vous pouvez voir le film Tirailleurs avec Omar Sy, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, et qui raconte justement cette histoire. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont à nouveau mobilisés. En 1944, ils participent au débarquement de Provence et à la libération de la France, dont on vous parlait avec Hugo justement dans l'épisode 173. Cette histoire-là, elle est racontée dans le film Indigène. Une partie importante des troupes qui ont libéré la France était constituée de soldats africains. Et pourtant, ces soldats ne sont pas remerciés à leur juste valeur. Une fois la guerre terminée, ils rencontrent de grosses difficultés pour recevoir leur pension, c'est-à-dire la somme d'argent qu'un soldat est censé recevoir après le combat. Leurs pensions sont gelées à un niveau très bas, plusieurs fois inférieur à celle des soldats français. D'ailleurs, dans l'interview de l'épisode précédent, Cécile parlait de la commémoration d'un événement, le massacre de Thiaroye. Alors le massacre de Thiaroye, c'est lié aux tirailleurs sénégalais. Ça s'est passé le 1er décembre 1944 au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar. Des tirailleurs sénégalais qui venaient de rentrer d'Europe attendaient depuis des semaines le paiement de leur salaire et de leurs primes. Les promesses n'étaient pas tenues et alors ils se rassemblent et ils manifestent, mais pacifiquement. Attention, c'est très important, c'était pacifique. Mais la réponse de l'armée française est terrible. Elle ouvre le feu à l'arme automatique sur ces soldats qui venaient de se battre pour libérer la France. Officiellement, lors de ce massacre, il y a eu 35 morts. Mais de nombreux témoignages suggèrent que le bilan réel est beaucoup plus élevé. Pendant des décennies, ce massacre a été étouffé et il a fallu attendre 2004 pour que le président français reconnaisse officiellement que l'armée française avait, entre guillemets, massacré ses soldats. Et puis, après la guerre, le mouvement indépendantiste grandit dans les colonies. Au Sénégal, il est porté par Léopold Sédar Senghor. Né en 1906, il fait des études brillantes en France. Il devient agrégé de grammaire, le premier Africain à obtenir cette distinction. C'est un poète magnifique, un intellectuel reconnu. Avec Aimé Césaire, de Martinique, et Léon Gontran Damas, de Guyane, il développe le concept de négritude, un mouvement culturel et politique qui émerge dans les années 30,
avec l'idée centrale de revendiquer et valoriser l'identité noire, la culture africaine face au racisme colonial. Mais Senghor reste profondément attaché à la France et à la culture française. Il ne veut pas une rupture totale. Il défend l'idée de la francophonie. La francophonie, c'est un espace où les pays francophones collaborent sur un pied d'égalité. Pour Senghor, il n'y a pas de contradiction à être profondément sénégalais et profondément francophone. Finalement, en 1960, le Sénégal accède à l'indépendance et Senghor devient le premier président. Ça fait donc 65 ans que le Sénégal est un État indépendant, fondé à l'origine sur l'idée d'un lien fort avec la France, avec la conviction qu'une collaboration sur un pied d'égalité est possible, notamment grâce à une langue commune. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Quels sont les éléments qui structurent le lien entre la France et le Sénégal en 2025 ? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'égalité entre les deux États ? C'est ça qu'on va voir dans la dernière partie. Alors, on est en 2025, le Sénégal est indépendant depuis 65 ans, et pourtant, la présence française reste massive. Pendant des décennies après l'indépendance, la France a maintenu une présence militaire permanente au Sénégal. Officiellement, il s'agit de coopération militaire, de formation, de lutte contre le terrorisme. Mais depuis quelques années, un vent de contestation souffle sur le continent. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les populations réclament le départ des forces françaises. On voit des manifestations avec des pancartes qui disent « France dégage », donc « France va-t'en ». Pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'Africains, cette présence militaire symbolise la continuation de la domination coloniale. La France est perçue comme un pays qui veut toujours contrôler ses anciennes colonies. En 2024, Bassirou Diomaye Faye est élu président du Sénégal. C'est un homme jeune, de 44 ans, et qui représente une nouvelle génération. L'un de ses engagements forts, c'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Quelques mois après son élection, il a annoncé que les bases militaires françaises devraient quitter le Sénégal. C'est un tournant historique. Le Sénégal était considéré comme l'un des alliés les plus fidèles de la France en Afrique. Et si même le Sénégal demande le départ des troupes françaises, cela marque vraiment la fin d'une époque. Je tiens ici à préciser qu'en parlant avec beaucoup de Sénégalais, j'ai compris que deux choses pouvaient exister en même temps. D'un côté, un attachement et une amitié pour la France, et en même temps, une envie de plus d'indépendance. J'ai ressenti à aucun moment une animosité envers les Français, ou même un rejet de la langue française. Ils veulent juste ne plus avoir de soldats français sur leur territoire en permanence, et ça peut se comprendre. Alors, en plus de l'aspect militaire, l'aspect de domination qui persiste, c'est la domination économique. Alors, parlons d'abord un peu d'argent. En introduction, je vous disais que la monnaie du Sénégal, c'était le franc. Plus exactement, c'est le franc CFA. Le franc CFA a été créé en 1945 par la France pour ses colonies africaines. À l'origine, CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Après les indépendances, le nom a changé, mais le système reste. Aujourd'hui, 14 pays africains utilisent encore cette monnaie, cette devise. Alors, comment ça fonctionne ? Imaginez que vous vouliez créer votre propre monnaie pour votre pays. Normalement, votre banque centrale imprime les billets. Elle décide combien d'argent est en circulation. Si votre économie a besoin de plus d'argent, vous en imprimez plus. Mais avec le franc CFA, c'est pas comme ça. Il a une valeur qui est attachée à l'euro.
1 euro vaut toujours 655 francs CFA. Ce nombre ne change jamais. C'est la France qui garantit cette valeur. En échange, les pays qui utilisent cette monnaie doivent suivre certaines règles décidées en partie par la France. Et historiquement, ils devaient même garder la moitié de leurs réserves d'argent dans les banques françaises. Certains disent que c'est bien, parce que ça donne de la stabilité. L'argent ne perd pas soudainement sa valeur, contrairement à ce qui peut arriver dans d'autres pays africains. Mais beaucoup de gens critiquent ce système. D'ailleurs, il y a un économiste sénégalais et une journaliste française qui ont écrit récemment un livre pour expliquer en quoi le franc CFA serait une arme invisible de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est le terme qu'on utilise pour parler du néocolonialisme français en Afrique. Dans les années 1960 et jusqu'à 1990-2000, il était très visible à travers les liens entre les hommes politiques français et des dictateurs africains, avec des scandales, de la corruption, des ingérences. Aujourd'hui, ce système est devenu plus subtil, plus discret. Il ne passe plus par des valises de billets ou des coups d'État, mais par des mécanismes économiques comme la monnaie ou la présence massive des entreprises françaises. Et puis, au-delà de la monnaie, la présence économique française est massive à travers les entreprises. Je vous l'ai dit, quand vous vous promenez à Dakar, elles sont partout. Si vous avez besoin d'une carte SIM pour votre téléphone, il faudra aller chez Orange. Si vous voulez regarder la télé, ce sera Canal+. Pour mettre de l'essence dans votre voiture, il faut aller dans une station-service Total. Pour les banques, il y a la Société Générale et la BNP qui dominent. Quand vous voyez un bâtiment, il y a des grandes chances qu'il soit construit par Vinci ou Bouygues. Et puis, même au port, c'est Bolloré Logistique qui gère presque tout. Bref, les secteurs stratégiques de l'économie sénégalaise sont largement contrôlés par des entreprises françaises. Les profits sont rapatriés en France et le comble, c'est que parmi les propriétaires de ces grandes entreprises, notamment Vincent Bolloré, dont je vous ai déjà parlé aussi dans un épisode, beaucoup militent pour qu'en France, on limite l'immigration. Alors même que une grande partie de l'immigration est causée par la pauvreté dans ces pays qui n'ont pas accès directement à leurs propres ressources. Ah oui, je crois que je viens de dire le comble. Oui, le comble, c'est qu'on a des propriétaires d'entreprises en Afrique qui sont contre l'immigration en France. Ça veut dire que c'est le maximum de la contradiction, le maximum de l'ironie. Quand on dit « Ah, c'est le comble », c'est que vraiment, c'est quelque chose qui est un peu absurde. Alors, je pense que c'est ce comble, cette contradiction que j'ai ressentie en arrivant à Dakar et que j'ai pas su décrire tout de suite. Une présence française pas tout à fait innocente et qui est ironique quand on sait les discours qui peuvent dominer en France actuellement sur les pays africains. Alors, quand je discutais avec les Sénégalais qui m'expliquaient poliment qu'ils pensaient que ce serait bien que leur pays reprenne le contrôle de leur industrie, de leurs télécommunications, de leur monnaie, je pouvais que leur donner raison. Ça ne nous empêchera pas de partager une amitié et la richesse de nos cultures. Au contraire, on pourra encore mieux échanger quand on pourra être sur un pied d'égalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher tout d'un coup, mais ce serait bien que progressivement, le lien de domination devienne un vrai lien d'amitié et de collaboration. Et ce sera le mot de la fin pour cet épisode. C'est mon avis, c'est celui que je me suis fait en voyageant dans ce beau pays. Il est personnel, mais je sais qu'il est partagé par beaucoup de monde. Si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous êtes d'accord, ou partiellement d'accord, n'hésitez pas, bien évidemment, à le faire savoir en
commentaires. Je serais ravie de vous lire. Mais surtout, n'oubliez pas d'être respectueux. Je sais que ce genre de sujet peut un peu échauffer les esprits, mais on n'oublie pas d'être poli et d'être dans la discussion constructive. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tous à très bientôt. Salut, salut!